Toshi m'a demandé en prévision, entre autres, donc il y avait deux salons d'autisme auxquels un groupe apparemment d'une dizaine de personnes du niveau 2 souhaitait participer, et puis faire un partage d'expérience, et puis parce qu'il y a des personnes du troisième niveau aussi qui peut-être vont participer à ce salon, et puis parce que c'est une piste aussi de public. Voilà, donc pour ces raisons variées, Toshi m'a demandé aujourd'hui que l'on accorde un temps à expliquer ce qu'est l'autisme. Et vous connaissez un petit peu mon histoire, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Hein. Donc je travaille auprès d'enfants surtout, hein, en hôpital de jour et en centre médico-psychologique, qui sont des enfants qui sont atteints d'autisme à des degrés divers, mais assez lourds. Des enfants qui, par exemple, n'ont pas de prise en charge dans les institutions parce qu'il y a très peu de place par rapport à la demande, hélas. Donc, il y a 10 ans maintenant, j'ai passé un diplôme universitaire. C'est dans le cadre de la formation professionnelle. Le stage donc il y avait toute des sessions théoriques et un stage pratique, à la fin duquel on devait écrire un mémoire. Un de mes collègues, praticien de Shatsu, dans mon école, est toujours éducateur sportif dans un IME, un institut médico-éducatif. Voilà. Donc, je vous explique ça pour poser un cadre par rapport au contenu du mémoire et à ce que je lirai ensuite. Donc, dans cet institut, il y avait une personne, une éducatrice spécialisée qui avait notamment travaillé aux États-Unis, où par rapport à l'autisme, le corps médical, le corps dans le cadre de l'éducation, dans ce cas-là, est beaucoup plus ouvert aux questions sensorielles qu'en France. Donc, elle avait mis en place un atelier sensoriel avec il y a des groupes de vie dans ces instituts, dans tous les instituts, des groupes de vie. Dans le cas de cette éducatrice, c'était un groupe de vie avec 5 enfants et 3 éducateurs spécialisés. Donc elle avait mis en place, c'était quelques mois avant qu'on ne se connaisse, un atelier sensoriel, puisqu'elle était elle-même sensible aux questions sensorielles pour répondre à des demandes qui pouvaient aller de trouver des outils pour les crises, les troubles du comportement, les crises émotionnelles, les temps calmes et les hypersensibilités ou hyposensibilités de ces enfants. Donc le hasard a voulu, les circonstances ont voulu que moi je sois en recherche d'un stage professionnel. J'en ai parlé dans mon école et René, donc ce collègue et cet ami, m'a présenté dans cette IME, notre école, pour pouvoir tenir un atelier sensoriel de Doin et de Shatsu auprès de ce groupe de vie, auprès de cette équipe. D'accord ? Donc j'ai de septembre à fin mai, j'ai tenu cet atelier sensoriel Doin et Shatsu de façon hebdomadaire et continue auprès de ces enfants. Donc le Shatsu a été intégré pour 2 de ces enfants dans leur projet pédagogique. Et
j'ai fait le choix de donner des shiatsu au fur et à mesure à tous les enfants. Non pas simplement aux 2 enfants auxquels l'équipe avait, enfin pour lesquels l'équipe avait décidé que c'était particulièrement important, qu'ils étaient particulièrement sensibles au toucher et demandeurs de toucher, mais enfin du toucher. Mais ensuite, j'ai décidé de réduire les temps. C'était un choix avec l'équipe, un accord avec l'équipe, de réduire les temps de shiatsu de ces 2 enfants pour pouvoir donner le shiatsu à chacun de ces enfants. Dans les temps, c'est une méthode d'apprentissage et d'éducation, on va dire, qui s'appelle la méthode Teach. Et comme dans toutes les méthodes qui sont faites pour les enfants ou les personnes avec autisme, l'autre c'est la méthode ABA, ça vous parle, hein? Bref, ce sont des méthodes qui structurent le temps et les activités de façon très structurée. Excusez si je répète le mot, mais en tout cas, voilà, on va dire que la répartition, le temps est très structuré. Donc, un quart d'heure, c'est un quart d'heure, c'est pas 1 minute de plus ou pas 1 minute de moins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cet atelier sensoriel, donc qui avait lieu tous les jeudis matins, moi je participais. Je restais toute la matinée avec les enfants, ne serait-ce que pour qu'ils me connaissent, pour qu'il y ait une relation qui s'instaure entre nous, hein, parce que c'est pas évident de voir une personne étrangère, surtout des enfants qui ont besoin de repères. Donc je les accueillais avec les éducateurs le matin, je restais avec eux durant les activités de groupe, et puis à un certain moment, on mettait en place l'atelier sensoriel. On commençait par le doin, et on continuait par le shiatsu. Et donc j'avais pratiquement 7 minutes de shiatsu pour chaque enfant. Pour ça je vous parle du temps très structuré. Donc il me fallait un clin d'œil. Dans ce temps-là, essayer pas de faire au maximum, parce qu'on ne peut pas appréhender un shiatsu en 7 minutes, mais de discerner ou de répondre à des demandes que les enfants me feraient, ou bien de suivre un fil, si c'était possible, par rapport à ce temps extrêmement court de travail. Bon, voilà. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, le cadre de ce mémoire. Dans ce mémoire, bien entendu, alors qui s'intitule « Autisme et shiatsu, une autre modalité de la relation ». Donc, dans ce mémoire, j'explique ce qu'est le shiatsu. Vous n'avez pas besoin de le savoir puisque vous le pratiquez. J'explique très rapidement ce qu'est l'autisme. Et donc, c'est pour ça que je préférais vous le lire, parce que c'est plus clair que si je veux. Et après, je compléterai avec les vignettes cliniques. Sachant que l'autisme n'est pas, vous le savez, une maladie, mais un handicap. Hein. Par rapport à la période où moi j'ai écrit donc, le mémoire en 2010, il y a eu une modification. Alors il y a ce qu'on appelle le DSM. DSM, c'est en anglais, c'est le manuel statistique et diagnostic, pardon, et statistique de l'autisme. C'est proposé, en tout cas c'est mis en place et c'est utilisé par la psychiatrie aux États-Unis et aussi chez nous, en Europe. Alors, en 2010, on parlait de troubles du spectre, pour vous dire combien les choses, ou en tout cas les avancées, les recherches par rapport à ce qu'on appelle l'étiologie, hein, c'est-à-dire la source de ce qu'est l'autisme, on tâtonne encore, on tâtonne, ou en tout cas on est toujours, la recherche continue. Donc, pour vous dire combien on est sur un terrain mouvant, en 2010, dans mon mémoire, si jamais ensuite vous avez la possibilité, enfin l'occasion ou quoi que ce soit, juste pour que vous ne compreniez pas, ou pour que vous compreniez, je parle de troubles du spectre autistique.
et non, pardon, de troubles envahissant du développement, les TED, voilà. Cette terminologie a disparu à la parution du 5e DSM, diagnostic, ce manuel de diagnostic. Et dans disons qu'il y a des critères pour comprendre ce qu'est l'autisme et pour pouvoir le diagnostiquer. Les troubles sensoriels ont été introduits, chose qui n'existait pas au début. C'est-à-dire qu'au fil du temps, en quelques années, on s'est aperçu, ou la recherche s'est aperçue, que les problématiques sensorielles étaient typiques de la population autistique et qu'elles servaient aussi, ces problématiques ou ces troubles, comme on les appelle, à diagnostiquer un autisme. C'est extrêmement important cet élément pour nous qui travaillons dans le champ du sensoriel. Parce que ça veut dire que l'on est en mesure d'apporter. Alors, bien entendu, il n'est pas question de guérir. L'autisme, ça ne se soigne même pas. Hein. Il n'y a pas de médicaments. Il peut y avoir des neuroleptiques, par exemple, par rapport aux problématiques de sommeil et d'hyperactivité. Mais il n'y a aucun médicament que l'on prend. Par contre, voilà, il y a des accompagnements qui peuvent être faits, notamment ou ce qu'on appelle des agencements pour un mieux-être des personnes avec autisme, adultes et enfants, des agencements qui tiennent compte de l'environnement sensoriel dû à cette hypersensibilité qu'ont ces personnes et qui sont cette hypersensibilité ou hypo, mais c'est surtout dans le cas où il y a hypersensibilité que c'est problématique. Donc le fait de rechercher et si c'est possible de proposer à ces personnes un environnement sensoriel adapté à leur hypersensibilité fait partie maintenant d'une vision du traitement ou de l'accompagnement de l'autisme. Voilà, ça c'est pour les troubles sensoriels. Alors qu'est-ce qu'il y a si on parle, alors l'autisme, on parlait, donc si vous allez j'ai l'article mais sur le DSM-5, mais j'ai peur qu'on ait peu de temps pour le lire, parce que je préférerais vous lire des vignettes. Donc, si vous voyez mon mémoire, moi je citais le DSM-4 à cette époque-là. Donc maintenant, TSA, trouble du spectre autistique. Le spectre, ça veut dire exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas une forme d'autisme. Moi, je vois même avec les enfants avec lesquels je travaille, il n'y a plus une forme qui a aucun autisme qui se manifeste de la même façon. Alors, à grande ligne, oui, mais pas toujours. Par exemple, ça s'appelle des particularités motrices. Ce que j'ai rencontré, que je n'ai plus rencontré avec les autres enfants à l'hôpital de jour avec lesquels je travaille en CMP. Et par contre, ce petit garçon dont je me suis occupée en IME, c'est pas trop compliqué, IME, CMP, voilà, donc dans mon mémoire. Et c'est typique aussi d'une certaine forme d'autisme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la marche sur la pointe des pieds. Est-ce que ça vous parle? Voilà, donc autisme, souvent on pense la marche sur la pointe des pieds. Eh bien moi j'en ai plus revu d'enfants qui marchaient sur la pointe des pieds, par exemple. Voilà. Donc c'est comme particularité motrice, on va dire, donc motrice par rapport à l'utilisation de son corps. Il y a l'hypertonie. Hypertonie, ça vous parle? Hypotonie. D'accord? Et les deux, chez le même enfant, qui peut basculer d'une phase à l'autre, d'une phase d'effondrement à une phase d'hyperactivité. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment une particularité, une vraie particularité. Il y a des gestes, par exemple, que l'on appelle des... comment? C'est pas des écolalies, non. Des gestes comme le hand flapping. Des stéréotypies. Des stéréotypies, merci. Voilà, des stéréotypies, comme celle-ci. Voilà. Ou des gestes qui se font, des gestes qu'ils pourraient faire à répétition. La même chose. Ce hand flapping, je l'ai vu auprès d'enfants, je le décris ici dans mon mémoire, et après j'en ai plus vu. La marche à quatre pattes, la même chose. Un petit enfant, un troisième enfant, eh bien, qui marche à quatre pattes, avec en tapant très très fort les mains sur le sol, quelquefois jusqu'à se blesser. Hein. C'est aussi une caractéristique motrice de l'autisme. La recherche de pression. La recherche de pression, elle peut se faire en se recouvrant, par exemple, des enfants qui cherchent à recevoir du poids sur eux-mêmes. Alors, par exemple, à l'hôpital de jour, il y a un jeune qui se recouvrait avec des chaises sous la table, ou bien avec des poids très très lourds pour pouvoir se rassembler, ou bien avec des gros coussins, ou bien des pressions sur les doigts. Là, je décris aussi un petit enfant qui se balançait et qui mettait ses doigts derrière la chaise de façon à ce que ses doigts soient bien écrasés, donc quelquefois il se blesse. Alors on appelle ça on peut la nommer soit automutilation. On n'est pas sûr que ce soit une recherche d'automutilation, mais tout simplement, par contre, une recherche de sensation. Parce que le seuil de sensibilité ou le seuil sensoriel dans l'autisme n'est pas le même que le nôtre. Donc, ils peuvent ne pas ressentir la douleur ou ne pas ressentir suffisamment au niveau de la peau, les sensations profondes au niveau du système nerveux. Donc, aller se stimuler jusqu'à ce qu'il y ait un ressenti que nous obtenons sans avoir besoin entre guillemets, de se blesser, de se faire du mal. Donc ça fait partie aussi des particularités de l'autisme, cette recherche de sensations pour habiter son propre corps. Parmi les sensations, les recherches de sensations, il y a ce que l'on appelle le système vestibulaire, hein, tout ce qui nous permet d'avoir une notion d'équilibre. Hein. C'est le système intérieur que l'on a, le système à l'intérieur de nos oreilles. Alors par exemple, il y a les tournoiements sur soi, voilà, qui permettent, de plus en plus rapides, qui permettent justement de stimuler et les balancements avant-arrière aussi. Hein, ce sont des stimulations. Alors on peut, suivant pas les écoles, mais suivant le regard, si on a un regard d'interprétation, on va dire que c'est une stimulation ou une stéréotypie, hein, comme tu disais. Il y a quelque part comme un jugement là-dedans. Et par contre, il y a d'autres regards, dont celui de Bullinger, qui est aussi psychomotricien, qui interprète ces gestes d'un point de vue neurologique, et donc d'un point de vue logique, et qui fait sens, parce que quand on a été confronté dans le passé à l'autisme, on comprend, tout était insensé. Pourquoi une personne tourne en rond, pourquoi... Donc, et au fur et à mesure des avancées des recherches et des études, eh bien, suivant certains regards, cette stimulation sensorielle, vestibulaire, par exemple, dans le cas des tournoiements, proprioceptive. La proprioceptive, c'est tout ce qui est relié aux articulations, hein, que l'on travaille nous-mêmes, et qui nous permettent de repérer notre corps dans l'espace.
Hein, c'est à partir de ces récepteurs que l'on a dans toutes les articulations que notre corps va pouvoir savoir où il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on n'a pas cette sensation, on ne sait pas où on est. C'est un facteur d'angoisse et d'anxiété, donc qui augmente, pas qui augmente, mais en tout cas qui se croise avec cette sensation de ne pas savoir où on est, de ne pas avoir de limites, de ne pas connaître nos limites ou de ne pas sentir nos limites corporelles. Donc c'est imaginer que l'on soit comme quoi? Comme une flaque d'eau dans l'espace, ou comme du chewing-gum, ou comme un corps, ou même pas un corps, quelque chose qui flotte, quelque chose qui peut s'effondrer. Donc tout ça, toutes ces sensations, ou ces sensations, oui, sont par définition des sources de grosse anxiété. Donc dans l'autisme, de troubles du comportement, forcément, qui peuvent aller de l'agressivité à des recherches donc, de sensations qui sont, comme je vous disais, se faire mal, se taper la tête contre un mur. Ça peut être très impressionnant, et c'est juste pour sentir eh bien, son corps où il est, ou bien de s'effondrer en se laissant glisser contre le mur pour sentir son axe corporel que l'on n'arriverait pas à ressentir différemment, se mettre dans un angle pour pouvoir être contenu par bien par justement par l'angle, par le mur, et que l'espace soit le plus confiné possible. Ou bien, comme je vous disais, se mettre des pressions. On utilise par exemple comme outil les vestes lestées. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein, ce sont des vestes avec des poids que l'on met sur les personnes et qui les aident justement à avoir la sensation de leur corps. Voilà. Donc, parmi les la triade de l'autisme, on va dire que ces particularisations, donc ces stéréotypies ou particularités sensorielles et motrices, on va les appeler comme ça, la difficulté dans les troubles de la relation. Alors, je vous parle de l'autisme. À l'intérieur de l'autisme, il y a, on va dire, deux catégories très schématiques. Il y a l'autisme que l'on appelle de haut niveau, les Asperger, ça vous parle, hein? Donc avec des particularités qui peuvent être sensorielles, qui peuvent être relationnelles, mais qui n'atteignent pas l'intelligence, hein? Pas au contraire, mais qui peuvent même donner forme à des formes d'intelligence très particulières et très pointues, d'intelligence et de mémoire et de capacité cognitive. Et donc ça, c'est les Asperger. Mais la majorité dans l'autisme, la majorité des personnes atteintes ou avec autisme sont ce qu'on appelle des personnes avec autisme de bas niveau. C'est-à-dire que souvent, il y a ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire qu'à l'autisme est associée une déficience intellectuelle et de langage. Donc la majorité, je crois que peut-être 70% ou plus, hein, que des personnes avec autisme ne parlent pas, voilà, ne peuvent pas communiquer verbalement. Voilà. Il n'y a pas d'interaction, tout à fait. Donc les troubles de la relation se présentent comme un manque d'interaction avec l'environnement et avec l'autre. Étymologiquement, le mot autisme veut dire se suffire à soi-même. Voilà, donc ce qui fait le lien entre, quand on parle de troubles de la relation, ou en tout cas pas d'interaction avec l'environnement, notamment humain, on pourrait décrire une personne avec autisme, une personne qui se suffit à elle-même, contrairement aux neurotypiques.
Au neuro, comment Ils au disent neuro, ils nous appellent les neurotypiques. Les personnes neurotypiques, avec exactement, autisme, voilà. les neurotypiques. Voilà, nous sommes des neurotypiques, et donc les neurotypiques, eh bien, nous sommes des êtres de relation. Hein, et nous souffrons nous souffririons si nous n'étions pas toujours en relation, et notre intelligence et toutes nos capacités se développent ou parce que nous sommes en relation continue avec les autres humains et avec notre environnement. Les synapses, quantité de synapses se forment à partir de ce fonctionnement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de l'autisme? Est-ce que ça vous parle? Ah oui, encore. La majorité des enfants ou des personnes avec autisme est du sexe masculin. Sur 4, me semble-t-il, à l'époque de ce que j'avais écrit, je crois que sur 4 personnes avec autisme, il y en avait 3, donc qui étaient du sexe masculin. En effet, moi, je dois vous dire, si je réfléchis, donc dans ce groupe des 5 enfants, il y avait une petite fille contre 4 garçons, et à l'hôpital de jour, sur ces 5 années, il me semble que j'ai vu 2 petites filles. Et au CMP, je n'ai pas de petite fille avec autisme. Voilà, ça reflète vraiment cette... Alors pourquoi, je ne sais pas, c'est pas notre propos, mais enfin, je ne sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, c'est un constat. Je me demande, est-ce que vous voulez que je vous lise ce que j'ai écrit sur l'autisme? Alors, l'autisme, de l'allemand autismus, du grec autos, soi-même, est un trouble de description relativement récente. C'est en 1943 que Léo Kanner, psychiatre américain, décrit sous le nom d'autisme infantile des particularités de comportement de certains enfants. Tendance à l'isolement, besoin d'immuabilité et retard de langage. Oui, besoin d'immuabilité, c'est d'avoir un cadre qui ne change jamais, hein, et avoir besoin de faire des jeux, si on peut appeler ça, ou des gestes répétitifs. C'est très rassurant. Voilà. Et c'est pour ça donc que dans ces cadres, dans le cadre de l'IME, le temps est très structuré. Alors, et retard de langage. Donc je passe la classification, puisqu'elle a été modifiée, la classification nosographique de l'Organisation mondiale de la santé. Et mais en même temps ça va complète. Non, je vous le dis quand même, puisque par rapport au DSM, ce qui sera introduit en plus, ce sera les particularités sensorielles. Donc la classification nosographique de l'OMS, CIM-10, qui est la version française du DSM qui est américain et qui est normalement adopté par toutes les autres nations, ou la majorité des nations, ou qui l'était en 2010, donne de l'autisme la définition suivante. L'autisme est un trouble du développement caractérisé par des perturbations dans les domaines des interactions sociales, de la communication, et par des comportements, intérêts et activités au caractère restreint, répétitif. Dans les classifications internationales actuelles, en 2010, il fait partie d'un groupe plus large de troubles appelés troubles envahissement du développement. L'autisme est la forme la plus typique et la plus complète de ces TED. Il est considéré comme un handicap, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et non comme une maladie. Il touche de 1,7 à 4 personnes pour 1000, 2010, hein, je vous répète, et est plus fréquent dans le sexe masculin.
C'est bon. Le reste, je vous ai parlé. Hein. Donc, des anomalies perceptives. Des anomalies perceptives sont en lien avec ces troubles. Toutes les modalités sensorielles, auditives, vestibulaires, visuelles, tactiles peuvent être affectées. Elles provoquent des comportements d'auto-stimulation. Et la motricité est particulière. Recrutement, c'est-à-dire mise en tension, ou effondrement tonique, quand je vous disais des enfants qui peuvent s'effondrer, se laisser tomber au sol. Marche sur la pointe des pieds, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Les troubles du comportement apparaissent sous forme de stéréotypie, intérêt restreint, activité répétitive, utilisation des objets de façon détournée, pas ou peu de jeux spontanés, pas de faire semblant, c'est-à-dire pas de capacité d'imiter. Cette incapacité de l'enfant autiste à faire semblant, donc à fictionner, serait en lien avec son impossibilité à trianguler, à prendre de la distance dans la relation. Les émotions ne sont pas exprimées ou exprimées de façon inadéquate. L'attention peut être difficile à fixer ou à détourner. Alors, le sensoriel dans l'autisme. Est-ce que vous voulez que je vous lise, que je vous relise, ou est-ce que c'est clair pour vous les particularités sensorielles que je vous ai décrites? Ça convient à tout le monde? Je relis. Alors, donc, ces troubles envahissants du développement, maintenant troubles du spectre autistique, résultent d'altérations dans les modes de perception et de traitement de l'information dans le cerveau même. Dans son article intitulé « Les aspects sensoriels et moteurs dans l'autisme », le docteur Bruno écrit « La prise en compte des aspects sensoriels est capitale dans la compréhension et la prise en charge des troubles autistiques. Et il faut garder à l'esprit en permanence que c'est le principal canal, donc le canal sensoriel, le principal canal de découverte du monde pour les enfants avec autisme, bien plus que par ses aspects fonctionnels ou symboliques. Les particularités sensorielles se manifestent au niveau des 5 sens et à d'autres niveaux du vécu corporel, comme la douleur, la proprioception, c'est cette sensorialité que l'on développe à partir des articulations, et les sensations vestibulaires, c'est ce que je vous disais par rapport à l'équilibre. Parmi ces particularités, on peut signaler l'hyperacousie. Voilà, hein, donc vous voyez souvent des enfants qui se bouchent les oreilles. L'addiction à certaines sources sonores. Par exemple, avoir toujours un objet sonore dans les oreilles, à un volume insupportable. Voilà. L'utilisation préférentielle du regard périphérique. Donc, il n'y a pas de... Dans ce cas-là, l'attention, la concentration, elle se fait quand il n'y a pas de lien direct avec le regard de l'autre. La perturbation des messages cutanés qui peut se manifester par la dysesthésie ou l'hyperesthésie, c'est-à-dire soit une hypersensibilité exactement, ou soit une non-sensibilité du tout, une absence de sensibilité. Une élévation apparente du seuil de perception de la douleur, avec une difficulté à l'identifier en tant que telle et à la signaler. Forcément, quand on n'a pas de repère corporel et qu'on n'a pas en plus le langage, comment savoir d'où vient cette douleur et comment savoir
la localiser, et ensuite communiquer avec le geste juste l'endroit d'où provient cette douleur. Alors ça c'est important dans le travail. Alors même si les enfants, bon, ceux avec déficience intellectuelle, c'est très difficile de savoir s'ils captent les informations. Mais par exemple, moi, quand je pose ma main en shiatsu, souvent, eh bien, je dis où je pose ma main. Je ne sais pas comment ça sera reçu, si ça sera reçu, mais en tout cas, à force par la répétition, les mains, les pieds, les chevilles, les joues, le ventre, c'est important parce qu'on espère que cet apprentissage, avec le temps, pourra se faire, de façon à ce que s'il y a une douleur quelque part, les enfants puissent la signaler. Par exemple, il y a un petit garçon que je vois au CMP qui dormait. Bon, il a des difficultés à dormir. Ça fait partie aussi des problématiques autistiques, c'est les troubles du sommeil. Hein. Et là, je crois que c'est dû, enfin pas je crois, on dit que c'est dû à des carences ou un dérèglement de la présence de la mélatonine qui est, je crois que c'est une hormone, la mélatonine, hein, qui est présente dans notre organisme, et dans leur cas, il y a une dérégulation de ce taux de mélatonine qui fait qu'il y a des troubles du sommeil dans le sens où ils ne dorment pas dans le sens où ils dorment trop, mais qu'ils ne dorment rien du tout. J'ai une amie qui a sa fille qui est autiste et justement qui a des problèmes de sommeil, et elle m'expliquait ça dans le sens où en fait, comme il n'y a pas du tout de notion de jour et de nuit, en fait elle a un temps court pour se reposer, donc elle peut dormir 2 heures, et au bout de 2 heures, c'est comme si c'était le matin pour elle, et 3 heures après, se rendormir et dormir pendant 6 heures. Elle n'a pas la notion du temps. Oui, c'est une partie, ça existe aussi, mais il y a des enfants qui ne se rendorment pas, ou il y a des enfants qui se réveillent à 3 heures du matin et ne se rendorment plus. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, pourquoi je vous parlais des troubles du sommeil Par rapport et de la mélatonine. Ah oui, voilà, non, par rapport à la question de la douleur. Donc, voilà, je demandais, parce que cette pauvre maman, elle arrive toujours. Voilà. Et donc, il y a eu une période où il ne dormait plus du tout, où il dormait très très peu. Et puis, la semaine dernière, ce petit garçon était absent. Sa maman m'a dit qu'ils étaient partis d'urgence à l'hôpital pour une extraction dentaire. Il avait une carie très profonde, donc mal aux dents. Et dès que la dent a été extraite, eh bien, il s'est mis à dormir. Maintenant, il dort mieux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé la douleur dentaire? Non, exactement. La question ça fait vraiment partie des questions que avec notre pratique, on peut soulever, enfin on doit soulever, je dirais même, dans le cadre du shiatsu. Repérage du schéma corporel, des informations sur notre corps, peu importe qu'elles passent par le cortex et par le nom ou la répétition, ou bien que tout simplement en disant le pied, même s'il ne sait pas le répéter, qu'au fur et à mesure il sache où est son pied, les dents ou le ventre, je vous disais donc parce que ça fait partie, ou la tête, les oreilles, bon les oreilles c'est plus simple hein, déjà, enfin plus simple ou pas, on ne sait pas. Donc voilà, ça fait partie de ce que l'on peut apporter comme outil à l'enfant pour prendre en charge les problématiques de douleur qui sinon ne peuvent pas être exprimées et qui font la difficulté des enfants quand ils ne vont pas bien parce qu'on les amène à l'hôpital mais on ne sait pas pourquoi. On sait juste qu'ils pleurent ou qu'ils ne sont pas bien. Hyporéactivité, ce sont des enfants, donc là on avait dit hyposensibilité aux stimulations de l'appareil vestibulaire ou hyporéactivité, c'est des enfants qui ne bougent pas ou très peu, qui sont pas amorphes mais presque, voilà, et qui ont beaucoup de mal à changer de position ou à se déplacer. Ou sinon il y a des enfants comme un de ceux que
que je voyais, qui passent d'un état à l'autre. D'un état où ils sont complètement au sol, recouverts de coussins et immobiles, peut-être pour se recharger. Et puis tout à coup, paf, explosion, ils se mettent à courir dans la pièce, à se dépenser, voilà, de façon excessive. Voilà, alors ça c'était, je regarde un petit peu. Donc cette dimension particulière de la sensorialité a un retentissement émotionnel important chez les personnes qu'elle affecte et peut de ce fait influencer leur comportement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce manque de repères qui peut générer des troubles de comportement qui sont en réalité des manifestations d'une anxiété interne. À propos du tactile, André Bullinger, dont je vous parlais tout à l'heure, ce psychomotricien, écrit « À la différence des autres modalités sensorielles, le tactile concerne toute l'enveloppe corporelle et pas seulement le segment céphalique, le segment du cerveau. Cette modalité sensorimotrice est en liaison étroite avec les réactions émotionnelles. » Donc ça c'est aussi à tenir en compte, puisque dans l'autisme, il y a un déséquilibre émotionnel de fond. Voilà. Les troubles du comportement dont on parle, c'est la colère, c'est l'agressivité, c'est quant à l'automutilation, si on veut l'appeler comme ça, le jet d'objets, enfin, des comportements qui peuvent mettre en péril la personne, l'enfant et les morsures, les attaques à l'enveloppe de l'autre ou à sa propre attaque, griffer aussi, pincer, bref, toutes ces manifestations de l'ordre tactile, mais qui sont reliées à un mal-être émotionnel. Donc c'est complètement imbriqué. La régulation émotionnelle passe par la régulation tonique, on va dire, du corps. Et tout ça se joue au niveau de l'enveloppe. Et nous, où est-ce qu'on est? En shiatsu. Où se situe notre travail? Sur l'enveloppe. Voilà. Donc, on est vraiment dans le cœur de cette problématique. Le temps passe. Je voulais vous lire les cinq enfants parce que c'est passionnant. Et je vois que je ne pourrais pas vous lire les 5 cas cliniques. Parce que sinon, il nous faut renoncer à autre chose. Il nous faut renoncer pour ceux du groupe 3 au change du gros intestin. Enfin, au change du partenaire du gros intestin. Comment? On commence à lire, on y va. Et puis voilà, si peut-être que ça va vous demander, peut-être que déjà un cas, moi je ne m'en rends pas compte, hein, un cas peut-être que ça va être chargé d'informations, mais comme les cas ils sont tous tellement différents les uns des autres, que je me suis dit, mais j'ai pas refait cette lecture à voix haute toute seule. Donc c'est vrai que quand je relis, ben, c'est beaucoup plus rapide. Je n'avais pas prévu non plus de parler tout ce temps-là sur la présentation de l'autisme. Donc, alors il me faut choisir? Oui. Voilà. Il me faut choisir. Vaste. Un des enfants, donc la première, je choisis mais je présente quand même les 5 cas. Je vous ai dit tout à l'heure que le shiatsu avait été intégré dans le projet pédagogique scolaire de 2 enfants. Donc, celui dont je vous parle maintenant, qui est ce petit garçon qui marchait sur la pointe des pieds, qui avait ces stimulations où il pouvait se blesser en se balançant et en mettant ses doigts sur la chaise à bascule, en mettant ses doigts pour pouvoir ressentir une pression, donc qui pouvait aller très fort, qui avait
effondrements toniques où il s'allongeait, il s'allongeait et se recouvrait d'épaisseur, et puis tout à coup se relevait sur la pointe des pieds et se mettait à courir. Voilà, ou à se déplacer très très vite en mode hyperactif. Et toujours dans la description de ce petit garçon, cette surstimulation au niveau des oreilles. Il se mettait des petits livres sonores, enfin des livres sonores, des jouets sonores très très forts. Il pressait son oreille en écoutant ce son très très fort. Et puis sinon, il passait donc d'une stimulation de l'ouïe aux mains gardées sur les oreilles pendant un temps. Voilà. Donc pour dire combien le cadre est, la description est incohérente quelque part, puisqu'il passait d'un état à l'autre de stimulation sensorielle. Oui. Par rapport à ce que tu viens de dire là, en fait, quand tu mets un truc très fort dans ton oreille, après quand tu fermes, tu gardes le son à l'intérieur de ta tête. C'est peut-être ça en fait, il enferme le son qu'il a entendu. Oui, mais lui, il pouvait. Ce point-là, c'était pas. C'est ça, c'était pas forcément. C'était pas de. Surstimuler et après de faire ça. Il pouvait, dans la cour ou à n'importe quel moment, il avait ces gestes. Bon, alors, nous, avec notre clé de lecture, pour moi, ben, c'était le yang, hein, forcément. Le yang, puisqu'on a trois méridiens yang qui passent autour des oreilles, donc c'est vraiment un endroit propice pour réguler ou pour faire circuler le yang à ces endroits où il est bloqué. Donc moi, je donnais un sens à ces gestes, puisque c'était des pressions de toute façon, hein, sur des zones yang. Voilà. Donc ça, c'était mon regard par rapport au regard d'autres personnes soignantes autour des enfants. Donc ça, c'est un enfant. Le deuxième que je pourrais vous décrire rapidement, alors moi, c'est celui qui a le plus touché mon cœur. Mon cœur dans le sens où quand je suis rentrée dans la... Donc j'avais lu, j'ai commencé à lire des livres de personnes avec autisme. Avant je ne savais pas trop ce que c'était, moi non plus. J'avais lu quand j'étais jeune Bettelheim par exemple, c'est une des références de l'autisme, et ça m'avait intéressée, mais voilà, je ne savais plus ce que c'était. Donc avant de commencer mon stage, je me suis préparée avec des lectures de témoignages de personnes avec autisme qui me semblaient qui me parlaient le plus. Et puis mon compagnon de pratique m'avait dit, commence par ces deux livres-là. Et donc j'étais très émue. J'avais un grand trac le premier matin où je suis rentrée dans la salle, dans le groupe de vie. J'avais pas dormi de la nuit. Ou si j'avais dormi, c'était en mode pirouette, en mode toupie, parce que j'étais émotionnellement pas apeurée, mais en tout cas quand même j'avais le trac. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne m'attendais pas, je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Donc la marche sur la pointe des pieds, par exemple, premier enfant. Un autre enfant, la marche à quatre pattes. C'est assez impressionnant de voir un enfant qui marche à quatre pattes, en claquant très très fort sur ses mains, qui étaient donc crevassées et blessées. Hein. Ils ont quel âge? Hein? Petits, ils étaient entre 8 et 10 ans à l'époque. La petite fille qui est très souriante, très tranquille, qui soufflait énormément, voilà, qui était qui jouait avec comment ça s'appelle, ces petits jeux, hein, que l'on stimule en soufflant.
et qui aimait mettre un objet, si ma mémoire est bonne, sous son menton pour sentir les vibrations. Et par rapport à son approche corporelle qui stimulait toujours, soit avec la trottinette dans la cour de récréation, soit avec ses mains, qui stimulait cette partie, le diaphragme, on va dire, hein, et la zone sous le diaphragme et le centre du diaphragme. Donc, c'était moins inquiétant, en tout cas, comme manifestation. Le quatrième petit garçon, c'est une anecdote. Le premier jour, donc, je suis rentrée, à un certain moment, il y a eu un temps calme. Et j'ai pris ce petit garçon qui était dans ce qu'on appelle, c'est la fusion, on va dire. Hein. Alors, en institut, à l'époque, ils appelaient ça le collage, que je trouve un mot, moi, qui me gêne énormément. Donc, on va dire dans la fusion, non, on va dire dans l'adhésivité. Voilà, le terme correct, c'est l'adhésivité. Donc, des enfants qui peuvent ne pas vous lâcher, hein, ou bien dans le rejet. Le rejet, il peut s'exprimer par le crachat, par exemple. On peut vous cracher dessus. Et donc, ce petit garçon, je lui dis, viens, on va lire un petit livre. Et on va se mettre, on va s'isoler dans le petit temps calme, dans le petit coin temps calme. Et le livre, j'ai commencé à lire, à regarder une image plutôt. Et il a pris le livre et il l'a déchiré en petits morceaux. Et ça, j'avais jamais vu. Pour vous dire combien on est déplacé quand on ne connaît pas, hein, par rapport à des réactions. Après, mais c'était pas du tout agressif. Et puis après, bon, j'ai pu lire dans ces témoignages, par exemple, qui s'appelle, dans un des témoignages que je n'aurai pas le temps de vous lire, hélas, les aperçus de mon propre langage. Donc, où elle explique cette personne avec autisme de très haut niveau. C'était qu'est-ce que ça veut dire que de déchirer des morceaux de papier, par exemple. Donc c'est un langage aussi. Bref, donc ce quatrième petit garçon et celui donc que je reçois directement dès que j'entre dans la pièce, je le reçois ici en plein plexus solaire. C'est un petit garçon qui est devant la fenêtre. Et alors la description, c'est ce qu'on appelle par contre le retrait autistique total. Il était toujours devant la fenêtre. Pas de regard. Quand il se déplaçait ou s'asseyait, c'était un petit garçon de couleur, hein, d'origine africaine. Et il faisait, c'était impressionnant d'ailleurs, il parlait avec la paume de ses mains et il discutait d'un côté, de l'autre, et on avait vraiment l'impression, comme dans les villages, dans ces représentations que l'on a de l'Afrique, où la personne se met sous l'arbre à palabre et que le chef du village ou le chef de tribu parle avec les autres personnes qui sont entourées, qui l'entourent. Hein. Et on avait exactement, alors je ne sais pas si c'était quelque chose que, comme il allait je me souviens plus si c'était le Mali ou quel était son pays d'origine, et il passait les étés là-bas, je ne sais pas s'il reproduisait ces scènes, hein, voilà, ou bien si c'était une façon de se parler à lui-même, en tout cas, les paumes de main ouvertes, et le moment donc, où il n'était pas en interaction, mais en même temps il semblait en interaction avec des personnes qui n'existaient pas. Voilà, c'était le seul moment où il pouvait parler et bouger et s'exprimer. Ceci étant dit, à part cela, quand on lui demandait par exemple de mettre la table, ou de ranger les coussins, parce qu'il était en même temps, à sa façon et de façon indirecte, très demandeur d'un contact. Donc ce contact, on l'obtenait en lui demandant de faire des choses pour nous. Enfin, pour nous, pour le groupe. Donc, s'il te plaît, tu peux mettre
mettre ceci à un endroit, on n'avait pas besoin de... Il écoutait, il comprenait, on n'avait pas besoin de croiser le regard, et lui le faisait, puis il revenait pour chercher à faire indirectement autre chose, pour être parmi nous à sa façon. Donc voilà, je n'avais jamais vu bien un enfant ou aucun être humain, personnellement, qui puisse passer une partie de la matinée à regarder par la fenêtre, sans se tourner, sans participer, sauf quand on lui demandait de le faire. Voilà. Et à la fin de l'année, c'était un petit garçon. Alors, les traits autistiques ne sont pas modifiés, mais à partir de ce travail du shiatsu, dans un groupe, hein, l'effet de groupe dans lequel il a pu prendre sa place, et puis recevoir, et puis communiquer par le biais du shiatsu. C'est un petit garçon qui sautait, qui regardait d'abord, qui pouvait sauter dans les bras, Bon, la relation a été très forte au début avec moi, mais ce qui est positif, c'est que cette relation, elle s'est étendue aux éducatrices, aux parents dans le couloir, par exemple, auxquels ils pouvaient s'adresser. Donc, eh bien, ça lui a permis de sortir de ce retrait, ne serait-ce que parce que, par le travail que j'ai commencé à faire, vu qu'il ne me regardait pas, j'ai posé mes mains sur la partie arrière du dos, la partie arrière du corps, qui certainement, eh bien, n'était pas intégrée ni dans son schéma corporel, ni dans son image du corps. D'où cette notion, d'où ce retrait, au fond, comme si une partie de lui n'existait pas. Bref, ça a été très fort, ce sentiment de pouvoir nouer la relation avec un enfant, un être humain qui semblait si loin le premier jour où je l'ai rencontré. Voilà. Il est 6h05. Gabriella, tout à l'heure, Oui. tu as dit que tu avais des séances de 7 minutes avec chaque enfant. Oui. Les 7 minutes représentent quelque chose en particulier? Non, ou c'est le temps c'était le type d'adaptation, c'est le temps de... Non, c'est le temps, je me souviens plus combien j'avais, c'est 50 minutes, donc j'ai partagé ce temps entre Douyin, donc l'atelier sensoriel était d'abord un travail de groupe Douyin avec percussion. Ouais. Alors au début, j'espérais que les enfants puissent faire le Douyin, mais après j'ai tout de suite compris qu'ils n'étaient pas en mesure d'imiter, en tout cas au début, et même ça a été difficile. Après, ils ont intégré une partie de l'imitation, mais pas de la façon dont j'espérais. Donc Douyin, étant donné qu'on était 4, il y avait toujours un enfant qui attendait son tour. Douyin tous ensemble. Et ensuite, le temps que je me souviens plus si c'était un quart d'heure, c'est expliqué, je dois te dire le temps. Hein. Et ensuite, le temps qui m'est resté, je l'ai partagé, j'ai divisé par 5. Et ça fait 7. Par rapport à eux, par rapport aux enfants, par rapport à leur... autant qu'ils avaient à communiquer avec une personne ou... Non, j'ai partagé, il fallait que j'ai un critère. Et le critère, pour moi, c'était de partager mon temps en temps égal avec tous les enfants. Voilà. Donc c'est purement arbitraire les 7 minutes. Ça n'a aucune autre signification. Bon. Alors j'avance, pour le coup, sur le cas clinique. Vous avez donc je vous ai expliqué ces 5 enfants pour en réalité faire partager le choix avec vous. Vous avez des préférences par rapport à aux 5 enfants, des préférences ou une curiosité, on va dire, par rapport aux 5 profils que je vous ai décrits? Celui qui marche sur la pointe des pieds. Hein? Alors il y a la pointe des pieds. J'ai entendu une fois sur la pointe des pieds. Il parlait à sa main, il parlait à seconde, il parlait à sa main. Bâton coup de cœur. D'accord. Celui du retrait, on va l'appeler la caractéristique, c'est dans son cas le retrait autistique. D'accord. Comme il a fallu que je change tous les noms.
et que quand je parle d'eux, forcément, j'ai leur nom dans la tête, leur vrai nom. Caroline, c'était le plus facile. Mathieu, je l'ai appelé Mathieu. Je cite à chaque fois que je parle de ces enfants, et je fais référence au livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle, c'est un livre magnifique, je ne sais pas s'il est réédité ou pas, qui s'appelle Si on me touche, je n'existe plus, de Donna Williams, qui est cette autiste australienne, et dans les aperçus dont je vous disais, aperçus de mon monde de mon propre langage, à chaque fois je cite une phrase de Donna Williams qui me rappelle, qui pourrait s'adresser à cet enfant. Et pour Mathieu, donc je lis la phrase, qui est donc une citation. « Je m'acharnais à compenser mon chaos intérieur par une mise en ordre maniaque du monde environnant. Son âge de développement global est d'approximativement 3 ans, les compétences étant très hétérogènes. » Voilà ce que je voulais pas, en 2 mots encore. Suivant les tests qu'ils font, les enfants peuvent avoir un âge développemental au sein du même enfant différent. Donc on peut avoir des compétences d'un enfant de 1 an et demi pour certaines et des compétences d'un enfant de 3 ans pour d'autres compétences qui ont été testées. Donc c'est un profil à l'intérieur de ces compétences qui peut être très en dents de scie. Donc à l'intérieur de la même personne, on peut trouver des enfants d'un âge différent. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je mettais le développement global, mais avec qui pouvait être sous-classé. Donc il est dans ce que l'on nomme le retrait autistique. Il est presque toujours devant la fenêtre de la petite pièce et aime s'isoler dans la petite salle. Il parle beaucoup tout seul, regarde la paume de ses mains, se balance d'un côté et de l'autre, comme pour s'adresser à des interlocuteurs invisibles. Il ne recherche pas le contact avec les adultes. Il l'évite. Il n'y a pas d'échange par le regard. Il fronce les yeux et détourne le visage quand on s'adresse à lui. Il aime ranger, et il faut quelquefois le retenir, car son besoin d'ordre peut devenir compulsif. Très disponible, il exécute avec bonne volonté les tâches qu'on lui demande d'accomplir. C'est un enfant sage et raisonnable. Les stimulations sensorielles qu'il préfère sont la pâte à modeler, dont il se sert pour masser la partie interne de sa main droite, du bas de la paume à l'extrémité des doigts, et les ficelles qu'il aime agiter tandis qu'il parle. Voilà, ça c'est la description de cet enfant. Est-ce que vous voulez que alors on peut faire... c'est peut-être moi qui... Je préfère plutôt que de vous lire la fin de l'atelier, puisque je vous ai dit en 2 mots, je préfère vous décrire un autre enfant, puisque ça fait partie des vignettes cliniques. Choisissez. La plus intéressante, ça serait d'avoir une idée complète de qu'est-ce que fait le chiasso dans cet enfant. Alors, ça serait bien que vous faites ce que vous voulez, du moment que nous, on a un regard de l'avancée de ces enfants par rapport au shiatsu, s'il y a eu d'avancée en fait. Ce que tu as fait en shiatsu avec eux pour qu'ils n'avancent pas. Pour que nous, on ait une idée. C'est autre chose, c'est-à-dire que, oui, alors l'objet c'était parler de l'autisme. C'est dans ce sens que je préférais vous décrire une autre, parce que sinon c'est parler de mon mémoire ou c'est autre chose. Bien sûr que c'est intéressant de savoir, mais c'est autre chose, c'est le mémoire, les effets de l'atelier sensoriel sur les enfants avec autisme. Mais vu que l'objet c'était parler de l'autisme, c'est pour ça que je préfère vous décrire une autre vignette, un autre enfant. Voilà. Après, on peut mettre à
du jour la prochaine fois qu'on se voit, une continuation de ça, avec plaisir, au contraire. Au contraire. Donc, Oui, j'ai juste une question. oui. D'après ce que tu as dit, ces enfants sont obligés de passer d'un extrême à un autre, justement, pour expérimenter cette sensibilité, Certains, oui. Je ne sais pas, je ne peux pas dire ils sont obligés ou ils ne sont pas obligés, j'observe. Voilà, d'après les exemples que tu as donnés, Pas c'est tous, toujours d'un. Pas tous. C'est vrai dans certains cas, pas tout le temps. Pas tous du tout. Par exemple, bien lui, pas du tout. Lui, ce qu'il fait, Mathieu, ce qui est très intéressant, si la prochaine fois on décide d'avancer, c'est quand on dit la pâte à modeler, par exemple. Bon, ben, pour moi, ça fait sens. D'abord parce qu'il stimule, sa sensorialité par le biais de la pâte à modeler. Il stimule son enveloppe cutanée. Et puis quand même, c'est pas rien. C'est ce point. Moi qui travaille très peu sur les points, ben quand même, ça c'est vraiment un point important. Et on se dit, tiens, c'est drôle qu'il fasse ce travail à cet endroit précis. Bon, voilà, donc ça c'était intéressant par rapport à sa problématique. L'explication de la ficelle, c'est autre chose. Ça, pour c'est les moi. marabouts. Hein? C'est les marabouts. Alors, ce que j'ai trouvé pour donner du sens à ce travail, c'est dans un texte des références théoriques, parce que pour savoir ce que l'on fait, il faut avoir des références théoriques, forcément. Chose dont je ne vous ai pas parlé parce que ça ne fait pas partie de la description de l'autisme, mais en tout cas, pour décrire, pour aller au bout de ce cadre de clinique, il y a un auteur qui s'appelle Winnicott, qui est pédiatre et pédopsychiatre, et qui a été qui est la référence théorique par rapport à la pédopsychiatrie, justement. Et donc, dans ces vignettes cliniques, et par rapport à la notion de lien, il cite, il y a un passage qui s'appelle la ficelle, où un enfant en consultation utilisait ou demandait à jouer à un certain moment avec cette ficelle. Et dans son diagnostic, ce qu'il interprète par l'utilisation de cette ficelle, c'est le lien, la relation. Voilà, comment exprimer par des gestes une nécessité ou un geste qui te permet d'entrer en relation avec l'autre. C'est pas bien? Ah d'accord, je vois que tu fronces les sourcils. D'accord. Donc, pour donner du sens à ce geste, puisque quand il avait envie, on les laisse, il travaille toute la matinée, hein, il y a de telle activité, il y avait plusieurs prises en charge, et puis il y a le moment où il joue aussi, et donc lui souvent demandait soit la pâte à modeler et la ficelle, ou soit la ficelle, et donc il jouait, on le laissait jouer 5 minutes avec la ficelle. Voilà. Donc j'ai voulu donner à ce jeu du sens par rapport à cette entrée en relation par le biais d'objets et de façon détournée, comme on décrit dans l'autisme. C'est parti. Donc, on a dit qui? La pointe des pieds. La pointe des pieds? Ouais. C'est parti. Michael Pour la Jackson. pointe des pieds. Ça s'appelle le moonwalk. La prochaine fois, si ça vous intéresse, si vous avez envie, on peut avancer. Alors, Nicolas. Je lis la petite phrase de Sonia Williams. Et puis, j'aimais sentir le sol sous moi et me sentais d'autant plus à l'aise que mon corps y adhérait largement. Nicolas est un enfant doux, affectueux et joyeux. Son âge de développement global est celui d'un enfant de 3 ans, 3 mois. Ça, c'était par rapport au... Enfin, quand c'est aussi précis, c'est parce que j'ai pris ces éléments dans leur dossier clinique. Il a un contact visuel intense, aime caresser et vous prendre par les mains pour communiquer. Il a eu un développement normal,
qui s'est arrêté tout à coup et il a perdu le langage. Il babille et s'efforce de parler. Il a des mouvements de rapprochement physique vers les autres enfants, mais ils n'aboutissent pas sur une interaction. Il a beaucoup de difficultés à poser son attention. Il marche sur la pointe des pieds. Il est souvent allongé au sol et se relève avec une résistance que je décrirais comme une inertie. Il passe d'états d'hypotonie à des états d'hypertonie au cours desquels il se met à courir, crier et bouger par saccades et à coups, comme s'il avait besoin de se dépenser. Dans la cour de récréation, nous jouons souvent à courir ensemble et il y prend beaucoup de plaisir. Son visage est souvent rouge et très chaud. Il se bouge souvent les oreilles et pose ses doigts sur son os mastoïde. Il passe souvent, j'avais oublié ces détails, il passe souvent sa langue sur ses gencives et cherche à appuyer ses pommettes sur des surfaces dures, par exemple les parties osseuses de mon corps. Il a des tics aux doigts qui, d'après ce que nous dit sa mère, sont les effets secondaires des neuroleptiques qu'il prend. Il se sert bien de ses deux mains. Ses intérêts principaux sont des activités stimulatrices de la sensorialité. Quand il est arrivé en début d'année, cette recherche de stimulation allait jusqu'à l'automutilation. Il se cognait la tête contre les murs, écrasait ses doigts jusqu'à se blesser. Il recherche la sensation de poids. Il reste allongé à plat ventre sous un gros pouf qui le recouvre totalement, ou sous un petit siège en plastique qu'il installe sur son dos. Sa mère nous signale qu'il aime poser sa tête sur un petit coussin et se mettre sous une couverture. Il stimule son système vestibulaire en se berçant pendant de longs moments dans une chaise à bascule, tandis qu'il cherche à cogner le dos de la chaise contre les meubles. Être assis dans une chaise à bascule lui permet aussi de ressentir l'adossement de son dos. Il écoute des livres musicaux qu'il colle à son oreille à un volume élevé. Il aime faire éclater des ballons. Il stimule, ça c'était intéressant pour moi, enfin pour nous, il stimule son index droit en grattant des objets durs et en plastique. Des questions? Oui. Et quoi c'est intéressant pour vous de... Pourquoi, d'après toi? Oui, c'est le gros intestin. Ah ok, par rapport au méridien. Ah oui, oui, bien sûr, par rapport au méridien. Il y a le gros intestin et... Gros intestin, oui. Et là, c'est quoi? Mais surtout gros intestin. Et l'autre, l'extension. Ici? Non, l'index, pour moi, c'est gros intestin. Il y a À l'extension. la limite, rate. Voilà, rate. Rate, puisque ça passe ici. Bah, il a les joues rouges. Les joues rouges, gros intestin. Ouais. Les gencives, estomac, ça fait tout un registre quand même de gestes qui pour nous correspondent à des parcours de méridien. Les vaisseaux Excès de yang, le visage rouge. Je pensais au vaisseau sanguin par rapport à la rate. Peut-être aussi. Peut-être, tu vois, j'ai pas pensé. Mais moi j'ai pensé surtout à intestin grêle puisqu'il collait, il enfonçait ses os zygomatiques contre des surfaces dures. Des surfaces dures. Voilà. Les oreilles, pareil, donc c'est ce que je vous disais. Donc ça fait un cadre entre guillemets, un cadre clinique. Alors après on ne peut pas travailler systématiquement. Moi, je passe à autre chose, mais sans passer à autre chose. Pour l'index. Oui, pour l'index, je suis, dans le sens en séance, hein, une jeune fille qui a 18 ans, qui va les avoir donc je la suis depuis 6 ans maintenant. À l'époque, elle est atteinte du syndrome de Rett. À l'époque, c'est-à-dire dans le précédent manuel du diagnostic, le syndrome de Rett faisait partie du trouble de l'autisme, on va dire. C'est quoi le syndrome de Rett? Hein? C'est quoi?
C'est vague. Parmi les versions, en tout cas celles que je connais, un retard, pas de langage, une déficience cognitive, des problèmes respiratoires, de dyspnée notamment. Hein. Donc des personnes qui ont du mal à respirer et qui peuvent rester en apnée ou en tout cas qui ont cette posture qui est due à une tension au niveau de la respiration. Suivant les syndromes, il y a ensuite je m'occupe aussi de personnes polyhandicapées qui ont ce syndrome, mais dans le polyhandicap, par exemple, il y a la main qui est toujours portée à la bouche. Donc, suivant ce syndrome, il y a des formes de manifestations, de symptômes différents. Bon, en tout cas, pour cette jeune fille dont je m'occupe en IME, les problèmes majeurs, elle risquait de perdre ses facultés motrices. Dans ce cas, alors que elle est dans une institution qui s'appelle, dans un Maya Autisme, c'est un IME expérimental où, à l'époque, quand il a été créé, faisait des prises en charge uniquement basées sur le corporel. Voilà. Et cette petite fille, elle a recouvert, ou en tout cas ce symptôme de paralysie ou de perte de motricité a complètement été enrayé et elle se déplace comme toute personne normale. Elle fait du sport, du vélo, de la course, puisqu'il a tout un système de la course. Vous savez, sur ses tapis roulants. Bref, ça fait aussi partie du syndrome de perdre la motricité au fil du temps. Je reviens à mon index parce que je n'avais pas perdu le fil donc je n'arrive pas à toucher son index. J'ai beaucoup de mal, autant je peux faire un travail au niveau du bras droit et sur le corps au fil du temps, autant le bras gauche est pratiquement intouchable, on va dire, et avec cet index qui bouge sans arrêt. Alors je lui demande depuis toutes ces années de me laisser toucher. Non, laisse-moi toucher ton index. Impossible. Donc, étant donné que je n'ai pas de moyen de diagnostic, de bilan, de bilan dans un temps et dans des conditions normales. Hein. Je ne peux pas faire un bilan, impossible de faire bilan du poumon. Poumon, si, petit à petit, elle accepte que la main soit posée, mais dans un état tonique où c'est tellement contracté que c'est une plaque en métal que j'ai sous la main, ne serait-ce qu'à cause de ces difficultés respiratoires. Donc je n'ai aucun, et c'est pour ça que j'en reviens aux extensions de Masunaga. C'est tellement important, dans un cas comme celui-ci, de pouvoir dire, bon, je vais travailler poumons, aux intestins, là où je peux. Donc, allongé sur le côté, je sais par où, je connais mes trajets, ou bien si elle plie sa jambe quand elle est allongée sur le dos, elle ne s'est jamais mise sur le ventre, par exemple, ça n'existe pas pour elle, cette position. Donc voilà, et si je devais dire quel est le déséquilibre majeur sur lequel j'aimerais bien pouvoir travailler, ce serait par exemple vos intestins. Parce que c'est la piste la plus flagrante que je reçois, que j'ai par rapport à ça. Et pour ce petit garçon, eh bien, quand je l'ai vu, quand je le voyais gratter avec son index, toutes les surfaces, je me disais... Et en même temps, gros intestin, poumon, le binôme, c'est quand même intérieur-extérieur. On est quand même dans le monde de l'autisme. C'est pas du tout pour faire de la mécanique ni quoi que ce soit. C'est plutôt dans une recherche de sens. Mais comment avancer, par où avancer, dans quelle position, est-ce que c'est... en tout cas, voilà, intérieur-extérieur,
l'enveloppe, nous qui travaillons sur l'enveloppe, qui est aussi l'intérieur, extérieur, l'enveloppe. Donc tout ça fait que, eh bien dans ce, comment dire, dans ce descriptif d'incohérence, eh bien on arrive à, en tout cas moi-même j'ai voulu comprendre et mettre du sens à tout ce que je faisais. Et donc, en me déplaçant, en ne faisant que 7 minutes, en travaillant sur des enfants debout, qui me tournaient le dos, enfin, dans toutes ces circonstances où c'était très facile de perdre son centre, et bien, avec ces repères énergétiques, on va dire, on arrive à garder, on garde le centre. Et on sait où on est, ce qui est très important, puisque une des difficultés, comme je vous disais, dans le monde de l'autisme, c'est ce manque de repères qui fait que si nous, on n'en a pas, on est happé par ce monde désordonné et chaotique dont, quand je cite cette phrase-là pour un de ces petits-enfants, donc la première chose qui doit émaner de nous, c'est notre centrage. Même si tout bouge autour de nous, nous on est l'encre. Le bateau bouge à la surface, mais l'encre le maintient à sa place. Et c'est enfin pas l'intérêt, c'est-à-dire la beauté de ce travail dans le monde de l'autisme, la façon dont on est remis en cause et dont ça nous amène à travailler sur nous-mêmes. Parce que, juste encore un mot, il y a une hypersensibilité, une communication totale. Eux sont transparents, mais à eux-mêmes, aux sensations, à leur environnement, mais à nous-mêmes aussi, c'est-à-dire qu'on est transparent pour eux. Ça, on ne cache rien. Justement, par rapport à ça, quand tu touches les enfants, vous êtes tous dans une même pièce ou tu les prends séparément? Alors, dans le cadre de l'atelier sensoriel, et même dans toute... je suis en train de penser, toujours séparément. Toujours séparément. Alors, par contre, quand je dis séparément, ici, il n'y avait pas de porte. Hein. Il y avait... Oh, si, il y avait une porte. S'il y avait une porte, que suivant les enfants, on laissait ouverte ou pas, parce que d'aucuns préféraient rester dans la petite pièce, une pièce minuscule, hein, c'est à peine une pièce, et d'autres préféraient rester en lien avec l'extérieur, donc entendre les autres qui faisaient le do-in, par exemple, ou les voir, ou en tout cas dans l'ouverture de la porte. Donc, et sinon en CMP, on est dans une salle tout seul. Non, je pose ma question parce que je me disais le fait, par exemple, même si on a l'impression d'être transparent à leurs yeux ou qu'il n'ait pas d'attention, peut-être qu'ils en ont aussi en voyant un autre enfant se faire toucher ou manipuler. Peut-être que ça peut quelque part susciter une certaine curiosité et du coup se laisser plus facilement toucher. Bon, c'est aussi possible. Il y a par exemple, je me souviens qu'en hôpital psychiatrique, il y avait un enfant qui demandait toujours, tant et si vrai que pendant un certain temps, et puis après c'est difficile de travailler, d'avoir deux enfants un près de l'autre, mais qui demandait toujours à rester quand je commençais le shiatsu de l'autre enfant, et il regardait. Mais le principe, c'est quand même d'être seul avec un enfant. Ceci étant, pardon. Quand tu disais que l'adulte est transparent pour l'enfant, est-ce que c'est dans le sens l'enfant ne voit pas ou au contraire dans le Tout. sens l'enfant voit tout et on ne peut rien Sauf lui cacher? Si on est décentré, si on n'est pas dans l'ici et maintenant, Ils le ressentent. moi il y a pour les enfants qui ont le langage, hein, des enfants où je pose, je sais pas, un doigt quelque part et qui me disent pourquoi tu as changé de position, ou pourquoi tu as changé de rythme, ou j'ai pas senti. Il y a un enfant par exemple
Bon, il n'est pas autiste, il n'a pas d'autisme, c'est de l'ordre de la psychose. Pendant longtemps, il ne sentait pas son côté droit. Et il me disait, mais tu n'as pas fait mon côté. Tu sais que je l'ai fait. Parce que j'ai rien senti. Et donc il me redemandait, mais il avait été attentif dans l'ici et maintenant jusqu'au bout. Et cette transparence, c'est-à-dire que si nous-mêmes on est perturbé par tout ce qui se passe avec l'enfant, eh bien il va le ressentir. Alors que si on est immobile et posé dans notre centre, moi avec cette jeune fille dont je vous parle, et de plus en plus, quand on dit shiatsu, c'est poser la main, moins je fais, et plus elle se pose. C'est même impressionnant Mais c'est peut-être aussi de voir pour ça. combien ça correspond et à la réalité. Parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'expérimenter avec le fil du temps combien c'est vrai. Oui. Justement, le fait de se poser et de ne pas bouger, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant d'interactivité avec les animaux, parce que l'animal se pose, ne bouge pas vraiment, enfin il est dans l'attente de recevoir quelque chose ou pas, et du coup l'autiste est attiré par ça. J'ai expliqué à Jacques, moi j'ai un chien, et en bas de chez moi il y a une psychologue qui recevait un enfant autiste, et moi je ne savais pas, donc j'arrive dans la cour, et l'enfant a vu le chien, et donc a voulu le caresser. Donc il n'y avait pas eu de souci, ma chienne s'est couchée et en fait l'enfant essayait de capter le regard de la chienne. Ah bon? Et la psy est arrivée et c'était la première fois qu'elle entendait le son de sa voix et l'enfant lui disait le chien et il caressait et il cherchait à rentrer en communication par le regard. Et alors qu'avec les adultes, on était 3 adultes, sa mère, la psy et moi, hop le regard, il savait pas vers qui regarder. Mais le chien, ouais. Et ma chienne ne bougeait pas non plus, quoi. Elle était. Ils étaient en communication, communication, tous les deux. Par exemple, avec les enfants, avec ces enfants, c'est l'équithérapie que l'on pratique. Voilà. Et ça se passe toujours très bien. Voilà. C'est là. On n'a pas eu le temps de finir le gros intestin. On a fini la prochaine fois. Merci. Vous n'avez pas beaucoup étiré. Vous voulez vous étirer? Oui. Pour ceux qui peuvent rester, ça fait du bien. Quand on est resté les gens ensemble. Étirez-vous chacun comme vous le souhaitez, hein, ce qui vous fait du bien.